Alors, je vous retrouve par la deuxième partie de notre lecture qui nous emmène cette fois-ci vers le concours de tir à l'arc. La reine Pénélope a demandé à Ulysse, qu'elle prend pour un mendiant puisqu'il est toujours déguisé, grâce à la déesse Athéna, son avis sur un concours de tir à l'arc qu'elle a l'intention d'organiser pour départager les prétendants. Celui-ci approuve l'idée et Pénélope va chercher l'arc d'Ulysse et engage les prétendants à tenter leur chance. Elle fit entendre sa voix au milieu des prétendants et tint ce discours. Écoutez-moi, fiers prétendants, vous qui avez pris possession de cette demeure pour manger et boire sans interruption, profitant de la longue absence de mon époux. Vous avez trouvé pour seul prétexte de vouloir m'épouser. Allons, prétendants, voici venu le moment de l'épreuve. Je mets en jeu le grand arc du divin Ulysse. Celui qui le tendra le plus facilement et lancera la flèche à travers les 12 haches, je partirai avec lui et abandonnerai cette demeure de ma jeunesse, ce magnifique palais. Elle parla ainsi et ordonna à Eumée, le divin porcher, le porcher c'est le gardien des cochons, de mettre en place l'arc et le fer étincelant pour les prétendants. Eumée les prit en pleurant et les déposa. Le bouvier c'est celui qui garde les bœufs, fondit lui aussi en larmes à la vue de l'arc de son maître. Le fort et vigoureux Télémaque prit la parole à son tour. Hélas, Zeus, fils de Cronos, m'a fait perdre la tête. Ma chère mère, bien qu'elle soit d'une grande sagesse, affirme qu'elle suivra un autre homme et qu'elle quittera cette demeure. Allons, prétendant, voilà devant vous le prix de l'épreuve, une femme telle qu'il n'en existe pas d'autre sur la terre achéenne, ni dans la sainte Pylos, ni en Argos, ni même à Ithaque. Et cela, vous le savez vous-même. Qu'ai-je besoin de vous faire l'éloge de ma mère? Allons, ne faites pas durer l'affaire au nom de je ne sais quel prétexte. Ne vous détournez pas plus longtemps de l'arc qu'il vous faut tendre. Que l'on vous voie à l'œuvre. Moi aussi, je vais essayer l'arc. Et si je parviens à le tendre et que ma flèche traverse les haches de fer jusqu'au bout, je ne subirai pas le chagrin de voir ma chère mère quitter cette maison. Il prononça ces mots, rejeta de ses épaules son manteau de pourpre et se leva rapidement. Il détacha de son cou son épée acérée. Il commença tout d'abord par planter les haches dans un long signe, puis les aligna au cordeau, avant de tasser la terre autour de chacune. Tous furent frappés de voir avec quelle habileté il avait réussi à les disposer, alors qu'il ne les avait encore jamais vus. Il se plaça sur le seuil et essaya l'arc. 3 fois, il fit vibrer la corde, brûlant de la tendre et de lancer la flèche à travers les haches, et 3 fois, il relâcha son effort. Il y serait parvenu au bout de la 4e tentative, mais Ulysse lui fit un signe négatif de la tête et réprima son ardeur. Alors, le vigoureux Télémaque prit à nouveau la parole. Hélas, je suis condamné à être faible et dépourvu de force. Ou bien je suis peut-être trop jeune, et je ne sens pas encore dans mes bras la vigueur nécessaire pour me venger du premier qui viendrait m'offenser. Allez, à votre tour, vous qui êtes plus fort que moi. Essayez de tendre l'arc et mettons fin à ce concours. Sur ces mots, il posa l'arc à terre, en l'appuyant contre les panneaux bien joints et bien polis. Il inclina la flèche rapide sur le bel anneau, puis retourna s'asseoir sur le fauteuil d'où il s'était levé. Alors, Antinoos dit aux autres: Amis, levez-vous, chacun son tour. Commençons à gauche, car c'est là d'où partent les chansons pour verser le vin. Les chansons, c'est un serviteur. Ainsi, dit Antinoos, et son avis fut approuvé. Léiodès, fils de Nops, fut le premier à se lever. Il était aruspice. Un aruspice, c'est un prêtre. Et s'asseyait toujours au fond de la salle, près du beau cratère. Il était le seul qui détestait par-dessus tout l'injustice et qui s'indignait contre la conduite des prétendants. Il fut donc le premier à prendre l'arc en main, ainsi que la flèche rapide. Il alla se placer sur le seuil, s'arrêta et essaya de tendre l'arc. Il ne réussit pas, car ses mains délicates et faibles s'épuisèrent en essayant de tirer la corde en arrière. Il s'adressa alors aux prétendants. Je n'arrive pas à le tendre, mes amis. Qu'un autre le prenne. Cet arc ôtera la vie et le cœur à beaucoup d'hommes braves, car il vaut bien mieux mourir que vivre sans atteindre ce pourquoi nous sommes rassemblés ici. Il dit ces paroles et reposa l'arc en l'appuyant contre les portes lisses et brillantes. Il posa la flèche rapide sur l'extrémité recourbée de l'arc et retourna prendre place sur le fauteuil qu'il avait quitté. Antinoos se mit à l'injurier par ces termes violents. Léiodès, quelle parole as-tu fait sortir de ta bouche? Une parole menaçante et affreuse, qui me révolte. Comment? Cet arc ôterait le cœur et la vie aux hommes braves parce que toi tu n'arrives pas à le tendre? Mais ce n'est pas parce que ta vénérable mère ne t'a pas mise au monde avec la capacité de tirer à l'arc. D'autres parmi ces illustres prétendants arriveront à le tendre, tu vas voir. À ces mots, il donna un ordre à Mélantios, le chevrier.
Vite, Mélantios, allume du feu dans la salle, place un grand siège auprès du feu et couvre-le d'une peau. Va chercher à l'intérieur un peu de graisse afin que nous fassions chauffer l'arc, que nous le graissions bien pour pouvoir l'essayer et achever ce concours. Les jeunes gens se mirent à essayer l'arc. Ils ne parvenaient pas à le tendre, car beaucoup manquaient de force. Le bouvier et le porcher du divin Ulysse sortirent ensemble de la salle, suivis de leur maître. Lorsqu'ils eurent franchi la porte et traversé la cour, Ulysse, s'adressant à eux, leur dit avec une aimable douceur. Donc vous n'oubliez pas qu'Ulysse a toujours l'apparence, pour eux, d'un vieil homme mendiant. Bouvier, et toi porcher, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous devrais peut-être le garder pour moi, mais mon cœur m'incite à vous parler. Que feriez-vous pour aider Ulysse si tout à coup il apparaissait ici, et si un dieu le ramenait? Prendriez-vous le parti des prétendants ou celui d'Ulysse? Dites-moi ce que vous conseille votre âme et votre cœur. Le bouvier répondit. Zeus Tout-Puissant, accomplis mon vœu, et fais en sorte que cet homme revienne, qu'un dieu le ramène. Tu saurais alors quelle est ma force. De la même manière, Eumée suppliait tous les dieux de ramener le prudent Ulysse en sa demeure. Quand Ulysse fut certain de la sincérité de leur réaction, il reprit la parole. Je suis ici, c'est moi que vous voyez. Après 20 ans de souffrances infinies, je suis revenu dans la terre de mes pères. Je sais que vous êtes les seuls de mes serviteurs à souhaiter mon retour. Je vais donc vous révéler mon projet. Si un dieu abat sous mes coups les illustres prétendants, je donnerai à chacun de vous une épouse, vous aurez des biens, et près de la mienne, une maison bien bâtie. Vous serez dès lors à mes yeux les amis et les frères de Télémaque. Tenez, voici une preuve irréfutable afin que vous puissiez me reconnaître sans l'ombre d'un doute. Une cicatrice de la blessure qu'un sanglier m'infligea autrefois de sa blanche défense alors que je me rendais sur le Parnasse. Disant cela, il écarta ses haillons de la grande cicatrice. Quand ils l'eurent tous deux regardé et bien examiné, ils se mirent à pleurer, et jetèrent leurs bras autour du sage Ulysse, embrassant avec effusion sa tête et ses épaules. Ulysse les embrassa aussi, sur la tête et sur les mains. Ils auraient pleuré ainsi jusqu'au coucher du soleil, si Ulysse ne les avait pas arrêtés par ces mots. Cessez ces pleurs et ces sanglots, de peur que quelqu'un ne sorte de la salle et ne vous voie. Rentrons maintenant, chacun son tour et non tous ensemble, moi d'abord et vous ensuite. Convenons d'une tactique. Les illustres prétendants, tous autant qu'ils sont, ne permettront pas qu'on me donne l'arc et le carquois. Alors toi, divin Eumée, traverse la salle et apporte l'arc afin de le déposer dans mes mains. Puis ordonne aux femmes de fermer les portes solidement. Dis-leur que si elles entendent des gémissements ou des cris poussés dans la salle, elles ne doivent pas sortir, mais rester où elles sont, en silence et à leur ouvrage. Quant à toi, divin Philétios, je te charge de fermer les portes de la cour à clé et d'y ajouter une corde. À ces mots, il entra dans la vaste demeure, puis alla s'asseoir sur le siège d'où il s'était levé. Les deux serviteurs du divin Ulysse rentrèrent à sa suite. Donc, quand il revient dans la salle, les autres prétendants sont toujours en train d'essayer et ils échouent les uns après les autres. Antinoos, lui, décide de reporter au lendemain sa tentative. Alors, Ulysse va prendre la parole. Écoutez, prétendants de l'illustre reine, ce que mon cœur m'invite à vous dire, et je supplie plus particulièrement Eurymaque et le divin Antinoos, qui vient de vous conseiller avec sagesse de déposer l'arc et de vous tourner vers les dieux. Dès l'aurore, un dieu procurera la force nécessaire à celui qui l'aura choisi. Allons, donnez-moi l'arc bien poli afin que je puisse sous vos yeux essayer mes mains et ma force, et voir si j'ai toujours la vigueur d'antan. Il parla ainsi et tous furent saisis d'une profonde indignation. Antinoos l'injuria par ces mots. Ah, misérable étranger, tu n'as pas un grain de bon sens. Ça ne te suffit pas d'être paisiblement invité à prendre ton repas parmi nous, qui sommes de grands princes? Tu ne manques d'aucune nourriture, tu peux entendre nos propos, assister à nos discussions, ce que nul étranger et mendiant ne peut faire. C'est le vin doux comme le miel qui te trouble. La prudente Pénélope lui dit à son tour. Antinoos, il n'est ni noble ni juste d'insulter les hôtes que Télémaque reçoit dans cette demeure. T'imagines-tu que si l'étranger parvient à tendre le grand arc d'Ulysse, confiant dans son bras et sa force, il m'emmènera chez lui et fera de moi son épouse? Lui-même n'espère sans doute pas cela au plus profond de son cœur. Le sage Télémaque lui fit cette réponse. Mère, aucun Achéen n'a plus de pouvoir que moi pour donner ou refuser l'arc qui ira à celui que je veux. Personne, parmi ceux qui règnent dans la rue d'Ithaque, ni parmi ceux qui détiennent le pouvoir, terre nourricière de chevaux, n'osera faire preuve de violence et aller contre ma volonté, si je désire donner cet arc à l'étranger, et ce, même si c'était pour qu'il l'emporte chez lui. Rentre donc dans ton appartement, et occupe-toi de tes tâches personnelles, la toile et le fuseau, et ordonne à tes servantes de se mettre au travail. L'arc est l'affaire des hommes, et la mienne avant tout, qui suis le maître dans cette maison.
Frappée d'étonnement à ces mots, elle retourna dans son appartement, car les sages paroles de son fils l'avaient touchée au cœur. Elle monta aux étages supérieurs en compagnie de ses servantes et pleura Ulysse, son cher époux, jusqu'à ce qu'Athéna, au regard étincelant, fit tomber sur ses paupières un doux sommeil. Pendant ce temps, le divin Porché prit l'arc recourbé et l'apporta au mendiant, tandis que tous les prétendants l'injuriaient. Où donc apportes-tu l'arc, misérable Porché, fou que tu es? Le Porché porta l'arc à travers la salle et le mit dans les mains du prudent Ulysse. Il resta auprès de lui et appela au dehors la nourrice Euryclée. Prudente Euryclée, Télémaque t'ordonne de fermer les solides portes du palais. Si une femme entend du tumulte, qu'elle ne s'approche pas de la porte, mais qu'elle reste à sa place, concentrée sur son ouvrage. Ainsi parla-t-il, et sa parole ne fut pas vaine, car Euryclée ferma les portes de la salle remplie de nobles invités. Sans faire de bruit, Philétios sortit de la salle d'un pas rapide. Il partit fermer les portes de la cour aux murs solides. Il trouva sous le portique le cordage d'un navire au flanc recourbé, s'en servit pour attacher les portes, puis rentra. Ulysse maniait déjà l'arc en le tournant dans tous les sens et en l'essayant à plusieurs reprises. Il craignait qu'en l'absence du maître, les vers n'aient rongé la corne. Et l'un des prétendants disait en regardant son voisin: c'est sans doute un connaisseur qui sait manier les arcs avec habileté. Peut-être en a-t-il de similaires chez lui, ou bien a-t-il en tête d'en fabriquer de semblables, vu la façon avec laquelle cet étrange vagabond manie l'arc dans tous les sens. Un autre de ces jeunes gens orgueilleux disait de son côté: je lui souhaite de réussir dans la vie comme il va réussir, ce beau gars, à tendre l'arc. Telles étaient les paroles des prétendants, tandis qu'Ulysse aux mille ruses soupesait le grand arc et l'étudiait sous tous les angles. Ayant achevé son examen, Ulysse tendit le grand arc sans faire aucun effort. Il le prit dans sa main droite et essaya la corde, qui fit un beau bruit, semblable au chant de l'hirondelle. Les prétendants furent sous le choc et pâlirent. Zeus fit retentir à cet instant sa foudre, manifestation de funestes présages, ce qui procura une grande joie au patient et divin Ulysse. Le fils de Cronos lui envoyait un signe. Il prit une flèche, agile, sortit du carquois et posée sur la table. Il la déposa sur l'arc, tira la corde et les coches, sans quitter le siège où il était assis. Puis envoya la flèche en visant droit au but. Chargée de bronze, elle ne manqua aucune des haches et les traversa toutes pour sortir à l'autre extrémité. Ulysse s'adressa alors à Télémaque. Télémaque, l'hôte qui s'est installé dans ta demeure ne t'a pas fait honte. Je n'ai pas manqué le but, et je ne me suis pas fatigué pour tendre l'arc. Je dispose encore d'une force solide, contrairement à ce que laissaient entendre les injures des prétendants. Mais l'heure est venue de préparer le dîner pour les Achéens tant qu'il fait encore jour, puis de nous divertir d'une autre façon, avec le chant et la cithare. À ces mots, il fit un signe de la tête, et Télémaque, fils chéri du divin Ulysse, se munit de son épée acérée, prit sa lance en main et se posta près du siège de son père, armé du bronze étincelant. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai le massacre des prétendants.